J'appelle à la tribune Xavier Pavie, Catherine Berny-Boissard, qui est professeure de géographie et d'aménagement à l'université de Nîmes, et Michel Cornuet. En guise d'introduction à cette synthèse prospective, je vous rappellerai quelques points. L'acte 2 du CAUE est en marche, ce congrès en témoigne, c'est pour ça qu'il a été aussi organisé. Le président hier a présenté les propositions travaillées par le réseau. Pour vous adapter, finalement, vous savez qu'il va y avoir une évolution, que vous avez besoin finalement de 4 choses. D'abord, un regard de vous-même sur vous-même. C'est un petit peu le fruit du travail qui a été présenté hier. Le point de vue des publics bénéficiaires, vous avez besoin aussi d'un regard extérieur sur vous-même, qui est l'objet des deux approches organisées par le ministère et sur la mission des CAUE, et un apport extérieur aussi sur ce que signifie aujourd'hui le changement, l'innovation en matière de services. Et c'est un petit peu l'objet de cette table ronde, en tout cas d'essayer d'explorer comment vous pourriez vous réorganiser. L'intervention de Xavier Pavie, d'ailleurs, va dans ce sens. Xavier Pavie, l'objet, c'est pas le CAUE en tant que objet institutionnel, mais par contre, c'est comment vous pouvez apporter un éclairage sur l'innovation en matière de services, puisque vous avez un petit peu compris maintenant quel était le périmètre des CAUE en termes de conseils. Bon, voilà, l'idée, c'est avec cette séquence prospective, d'essayer d'aller plus loin et de voir quel pourrait être le conseil, comment on peut le réorganiser. On a vu que les histoires de périmètre, de financement, tout ça, c'est vécu quand même comme quelque chose de problématique. Non, est-ce que ça l'est? Est-ce qu'on ne peut pas dépasser ces questions? Xavier Pavie, c'est à vous. Effectivement, alors on a eu de brillantes présentations, on a plein de brillantes présentations, et le mot innovation, tout à l'heure, je vous avoue ne pas avoir tout suivi de la matinée, mais j'ai quand même compté qu'à chaque fois que j'ai pu l'entendre, il était défini d'une façon ou d'une autre, il n'était pas franchement clair, mais de toute façon ça fait extrêmement bien de parler d'innovation. Plus personne ne présente quelque chose sans dire « il faut que nous innovions ». Je vais en parler juste après, mais en fait on en parle essentiellement quand on est en crise. D'accord ? Il faut le savoir. C'est une théorie que je vais vous montrer très rapidement. Mais avant tout, il faut qu'on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on innove ? Pourquoi innover ? Pourquoi est-ce que tout un chacun dit en permanence, il faut innover ? Quelqu'un peut-être a une réponse ? Pourquoi est-ce qu'on innove ? J'aimerais bien y avoir une réponse. Une. Parce qu'on a peur du vide, c'est pas faux. Pas le choix, c'est vrai. Pour avancer. Si on n'avance pas, qu'est-ce qui se passe ? On recule. Si on recule, on tombe, on meurt. Vous innovez uniquement parce que vous devez survivre. Vous devez survivre. Si vous êtes protégé, si vous êtes en situation de monopole, si vous n'avez aucun risque, aucune concurrence, aucune considération de l'environnement, alors vous n'avez pas besoin d'innover. On innove très peu en Corée du Nord. Le mot innovation vient de innovare. Innovare, c'est donc le latin. Encore une fois, je vais simplement présenter ces différentes dimensions-là pour que tout un chacun, en sortant de la salle, vous savez exactement ce que veut dire innover et comment innover. D'accord ? Ce n'est pas mes propos, ce sont des propos que l'on entend évidemment de façon plus académique à travers notamment Schumpeter. Innovare, c'est bien un changement à l'intérieur. Et Cyril, vous l'avez mentionné tout à l'heure de façon tout à fait pertinente, c'est-à-dire vous vous connaissez à l'intérieur, la question c'est également l'extérieur, sachant qu'en permanence ça change. Innovare, c'est changer à l'intérieur. Souvent auprès de mes étudiants, je leur dis, une partie d'entre vous n'ont pas de dents de sagesse, une autre partie les a. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nos corps ont en permanence évolué tout au long de l'humanité. Et nous sommes en train de nous modifier. C'est exactement pareil pour une organisation. En permanence, elle change. Pourquoi nous n'avons plus de dents de sagesse ? Ou pourquoi nous n'en avons plus besoin ? C'est parce que nous mastiquons de façon différente. Cette question-là, c'est simplement comment je m'adapte à une situation extérieure et en fonction de la situation extérieure que j'ai, je vais me modifier. Je modifie mon corps, je modifie les organisations, je modifie l'entreprise, je modifie les lois, je modifie toutes les choses autour de moi à cause de l'environnement. Cette notion-là est évidemment, dès le Moyen-Âge, on s'aperçoit que le mot innovation arrive pour changer les lois, pour cette modification-là. C'est Schumpeter le premier qui va parler d'innovation. Il va parler d'innovation en le définissant de cette façon-là. L'innovation est l'exploitation industrielle, il faut entendre industriel par massif, industriel, des inventions et leur dissémination, d'où leur importance économique. Et il faut bien faire attention à ça parce que nous ne sommes pas dans l'invention. L'invention, c'est une idée. L'innovation, c'est la création de valeur.
Si vous restez uniquement au stade d'idée, vous ne créez pas de valeur. Si vous ne créez pas de valeur, vous ne pouvez pas continuer à vous développer, vous ne pouvez pas survivre, vous disparaissez. La bonne idée n'existe que si elle se transforme en valeur. Ça peut avoir plusieurs définitions, la valeur. Il n'empêche que c'est bien la valeur. Et Schumpeter, à la suite de tout un tas d'autres économistes, Ricardo, Adam Smith, etc., dont je ne vais pas rentrer dans le détail, va expressément expliquer que l'innovation, c'est ça. Selon 4 modèles, enfin, plus exactement 5 modèles, mais un a été supprimé à partir des années 2000. La première chose, les produits. En permanence, quand on parle d'innovation, vous pensez produit, ce qui est naturel. Qu'est-ce que je vais avoir de nouveau? Mais l'innovation n'est pas que ça. Et vous êtes plutôt concerné par le reste. Et je vais expliquer dans quelle mesure c'est effectivement très important. L'innovation de procédés, l'innovation de business model, comment je fais autrement des affaires, pour le dire très vite, et puis les sources d'approvisionnement et de l'organisation de travail, comment je m'organise pour innover. Autrement dit, il y a plusieurs façons d'innover. Cette situation de l'innovation, je vous l'ai dit, c'est en fonction des crises. Vous avez en bas du slide un certain nombre de vagues. Vous savez, ce sont les cycles de Kondratiev, un autre économiste. Et à chaque fois que vous avez une crise économique importante, à chaque fois, vous avez des grappes d'innovation qui apparaissent. Schumpeter avait noté ça une première fois. Et vous voyez ici, alors on ne voit pas forcément très bien, mais vous avez le contrôle de l'eau ici en 1785, enfin, autour des années 1785, le textile, le fer, le vapeur, l'acier à partir de 1845, l'électricité, les produits chimiques, ici l'aviation à partir de 1950, et nous sommes dans la dernière période. Nous sommes dans la dernière période qui est autour des années 90, avec essentiellement une grappe d'innovation autour d'Internet, de ce qu'on appelle des réseaux sociaux d'une façon générale, digital network, qui est un peu plus que les réseaux sociaux. Il faut comprendre, quand vous voyez ça, qu'il y a un temps de digestion de l'innovation. Vous voyez, à chaque fois, il y a des temps de digestion, des périodes qui sont d'ailleurs de plus en plus courtes. Elles s'expliquent, le temps de plus en plus court, par la mondialisation. Aujourd'hui, lorsque vous lancez un iPhone 5 à Pékin, il est lancé en même temps à New York, ou plutôt le contraire, mais en tout cas, il est fabriqué à Pékin. Quand vous lancez n'importe quel service, il est lancé également partout dans le monde en même temps, ce qui fait que la mondialisation a raccourci les délais de digestion. Et il n'empêche qu'on est toujours dans une digestion. Aujourd'hui, simplement pour vous donner un exemple, un cadre en entreprise reçoit à peu près 50 emails par jour sur sa boîte mail. Or, nous savons scientifiquement qu'il n'est pas possible de comprendre 50 informations par jour et de répondre 50 fois, évidemment, par jour. Si vous en recevez 50, c'est que vous en envoyez 50. Malgré ça, c'est fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mal fait. Ça veut dire que votre cerveau n'est pas capable d'intégrer toute cette dimension-là, mais que, pour le dire vite, ça viendra, mais pas vous, la prochaine génération, dont d'ailleurs le cerveau aura été modifié. Je vous renvoie à l'article de la revue Nature, en août 2012, qui montre les différences de cerveau, vous savez, entre les personnes nées avant 1983 et après 1983. Et l'on a des matières grises qui est beaucoup plus sur la concentration pour certaines personnes, et pour d'autres personnes, beaucoup plus sur ce qu'on appelle le multitâche. Tout ça pour vous dire quoi? Que tout simplement, nous avons des temps de digestion. Mais vous voyez bien, ici, que nous sommes dans une période dite de crise. D'accord? Les crises, d'une façon générale, devraient donc nous apporter de l'innovation. Mais dans mon slide, vous voyez bien qu'il y a des pointillés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas quand sera la fin de la crise. Alors, si, il y a certains politiques qui pensent, qu'ils savent que la fin de la crise, c'est pour cette année. Mais avec un petit peu de raisonnement, on voit bien que ce n'est pas le cas. Pour plusieurs raisons. Pourquoi nous avons eu la crise en 2008? Pas de guerre particulière, nous n'avons pas eu de catastrophe naturelle particulière, pour 3 raisons. Les hommes, les processus, les logiciels. Ce sont les seules raisons qui nous ont conduit à une crise. En 2014, nous avons les mêmes hommes, les mêmes logiciels, les mêmes processus. Il n'y a aucune raison que ça change. Si vous me suivez bien, je parle un peu vite parce que j'essaye de garder le temps qui m'est imparti, si vous me suivez bien, dès lors que les personnes seront aux commandes, des nouvelles personnes avec un cerveau différent, qui penseront différemment, alors nous générerons de nouvelles innovations. Cette dimension-là nous fera donc arriver sur un autre paradigme avec de nouvelles grappes d'innovation. Mais il n'empêche que si l'innovation aujourd'hui, on doit la considérer et la comprendre, elle est bien pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement compétitif. Vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on doit innover? Pour survivre. Survivre à cause de quoi? Des environnements concurrentiels. Cette situation nous oblige
Dès lors, quand bien même nous avons cette situation économique et ces transformations, à comprendre comment je vais m'innover, comment je vais innover, comment je vais me réinventer. Cette situation doit faire comprendre que ce n'est pas parce que vous, dans votre centre, dans votre endroit, dans votre ville, dans votre territoire, vous avez une idée qu'elle est forcément innovation. C'est ce que j'ai dit. Il y a la question de la génération de valeur. La génération de valeur, c'est quoi? Tout simplement, pour vous le dire rapidement. Quelqu'un peut-être sait quel est le créateur du MP3, le fameux MP3. Quelqu'un a l'idée? Ouais, il y a quelqu'un qui ne l'idée pas. Ah, à côté, un Français. Le premier MP3, c'est celui qui est sur la gauche, c'est Monsieur Croas. Monsieur Croas, en fait, l'anagramme, c'est Arcos. Arcos est connu, hein, c'est un monsieur qui est toujours vivant, il a 78 ans. Il a lancé ce premier MP3, qui se trouve ici, et qui est technologiquement bien supérieur à l'iPod, sans aucun doute. Sauf que celui qui a innové, c'est celui de droite. C'est Steve Jobs. Schumpeter l'explique clairement. L'entrepreneur, quel qu'il soit, c'est l'inventeur d'une découverte, c'est plutôt l'innovateur, l'entrepreneur, donc, c'est-à-dire celui qui introduira cette découverte dans l'entreprise, dans l'industrie, il est à la naissance de l'innovation. L'idée que vous avez doit être partagée. Elle doit générer de la valeur pour pouvoir créer derrière, je vais utiliser ce terme-là un peu plus après, créer un écosystème. Comment je me réinvente grâce à un écosystème? Nous avons compris qu'il y a plusieurs types d'innovation et plusieurs degrés d'innovation. Je vais améliorer quelque chose, je prends n'importe quoi, la souris que nous avions sur notre ordinateur avec un fil, on enlève le fil, on appelle ça l'innovation incrémentale. L'innovation radicale, je vais faire quelque chose de différent. Je vais casser le marché, casser la façon de faire. Si je la casse, c'est tout simplement pour pouvoir être plus performant. Enfin, l'innovation paradigmatique qui est beaucoup plus de l'ordre scientifique, c'est-à-dire les machines à vapeur, que ce soit Internet, la pénicilline, les vaccins, Pasteur, etc., dont on parle moins. On se concentre généralement sur les deux premiers. Est-ce que je peux avoir le slide d'après, qui est plutôt une vidéo ? At every Olympics until 1968, everybody tackled a high jump using the same technique. And then in Mexico in '68, along comes Dick Fosbury and shows the world what at the time was considered to be a radical and revolutionary way of high jumping, which nobody had even considered before. What Fosbury did was to disrupt the one convention of high jumping, which was the only way to go over that bar was on your front. Imaginez la situation aux Jeux Olympiques, vous les avez tous vus forcément à la télé, et donc il y a quelqu'un qui est derrière Fosbury et qui dit « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Et donc il le voit, il est en train de prendre une courbe différente des autres et il va se mettre à sauter pour la première fois en dorsale. Ils le disent en anglais, il a disrupt, il a cassé la convention naturelle qui était de sauter en ventral. Il acquiert à ce moment-là une autre façon de faire. Et pourquoi je vous montre ça? Pour vous dire tout simplement que l'innovation, ce n'est pas simplement le produit nouveau, ce n'est pas simplement quelque chose que l'on va apporter qui est radicalement différent. Il garde exactement les mêmes règles, il garde le même terrain, les mêmes adversaires, il garde tout pareil. Simplement, il casse quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il arrive à faire ça, Fosbury? C'est fondamental de comprendre ça. J'ai pas entendu, je crois que c'est ça la réponse. Parce qu'il a un bon matelas de réception. Absolument, vous avez parfaitement raison. Juste auparavant, vous avez du sol meuble. Et si vous sautez dessus, vous vous cassez le cou. Pour la première fois, quelques mois auparavant, ils intègrent un matelas. Grâce au matelas, vous pouvez le faire. Ce n'est pas une question de technique, comment je vais sauter en dorsale. C'est comment, pensez bien à ça, j'analyse mon environnement. À quel endroit je me situe? Et qu'est-ce qui va me permettre effectivement de progresser?
C'est bien l'environnement qui va déterminer ce que vous allez faire. Autrement dit, je ne sais pas si sur le plateau des 1000 vaches, on souhaite le haut débit. La question, il faut se le poser. La question, c'est pourquoi est-ce que je vais aller le faire? Je ne vais pas le faire pour le faire. Je vais simplement le faire parce qu'il y a un retour derrière. On le dit généralement en anglais, high risk, high return. Dick Fosbury ne voulait pas gagner le championnat du monde, ne voulait pas gagner le championnat chez lui. Il voulait la médaille olympique. High risk, high return. Pourquoi je le fais et pourquoi je vais prendre de risques? Et ce que je vais faire, ça va avoir forcément un impact. Dès lors, on n'est pas du tout sur une économie financière ici. On est sur une économie sportive, une économie qui va nous permettre d'inventer une nouvelle façon de faire les choses. Simplement comprendre qu'il y a donc 4 façons de faire, et je vais vous l'expliquer, puis 3 degrés d'innovation. Je n'innove pas en disant « je vais chercher absolument à faire quelque chose de radicalement nouveau ». Simplement, c'est qu'est-ce qui m'apporte de la valeur, et de la valeur pour moi. 4 exemples rapides. Un nouveau produit ou un nouveau service, ça je vais passer dessus, c'est tout simplement comment je vais proposer quelque chose de nouveau, quel type de produit je vais proposer. D'accord? Passons dessus. Le deuxième exemple, si on me suit tant mieux en régie, le deuxième exemple concerne une façon de faire. La façon de faire, c'est exactement Fosbury. Mais c'est exactement pareil avec Dell. Vous savez l'entreprise Dell qui n'a jamais innové sur l'ordinateur. Par contre, c'est toujours la première entreprise indépendante qui financièrement est la plus rentable en informatique, tout simplement parce qu'elle est restée indépendante grâce à son processus de fabrication d'ordinateurs, son processus de commercialisation où elle est directement en lien avec le consommateur pour savoir exactement ce qu'il veut. La troisième type d'innovation, c'est l'innovation de commercialisation. Amazon n'a rien inventé. Amazon a réussi à mobiliser simplement un certain nombre d'acteurs, à créer, je vous ai déjà utilisé le mot près de vous, l'écosystème. Comment les librairies à côté de chez moi, non pas doivent-elles disparaître selon Amazon, mais elles sont aussi porteuses de mon stock. Aujourd'hui, Amazon, c'est quoi? Vous le savez, c'est Marketplace. Amazon est l'entreprise la plus fidèle au monde. Amazon ne donne jamais de discount, il n'y a pas de carte de fidélité, il n'y a rien. C'est l'entreprise la plus fidèle au monde uniquement parce qu'elle rend les meilleurs services. Pensez à ça. La Fnac, Virgin, a regardé Amazon de très haut. Amazon, c'est 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 10 ans. Ils ont regardé simplement la Fnac ou Virgin en disant « Nous allons mettre notre catalogue en ligne et puis les gens vont venir se servir chez nous ». Amazon a dit non. Les gens sont aussi ceux qui pourront, à terme, vendre leurs livres, ce que vous pouvez faire. Les libraires doivent contribuer, s'ils le veulent, ce qu'on appelle marketplace. On ne va pas donner, nous, un conseil, mais on va avoir 200 conseils sur n'importe quel livre ou n'importe quel disque. Amazon a véritablement créé cet écosystème. Dernier exemple, c'est l'innovation d'organisation. Je vais faire les choses différemment. Comment je me mets dans une situation à penser l'innovation? C'est le cas chez Google. Vous savez, vous avez un jour par semaine pour pouvoir innover, souvent le vendredi, ça peut être un autre jour de la semaine, pour pouvoir se consacrer simplement à comment je réinvente mon métier. Si vous ne vous posez pas la question tous les jours comment je réinvente mon métier, ou si vous n'avez pas de temps disponible pour réinventer votre métier, vous ne réinventez pas votre métier. Dernier point, qui va être sur l'organisation, et c'est mes derniers slides. Nous pensons toujours l'organisation de l'innovation de façon hiérarchique. Je ne veux pas dire hiérarchique dans une entreprise, entre le chef, le sous-chef et les employés, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire simplement, c'est que nous pensons toujours que j'ai une idée, et cette idée-là, je vais la diffuser de façon la plus large possible. Passons au slide suivant. Votre objectif, c'est d'arriver au Jardin de Versailles. Lorsque vous êtes au Jardin de Versailles, vous vous trouvez sur la terrasse, vous savez, et vous voyez cet ensemble-là absolument parfait. Absolument parfait, vous avez à la fois un superbe parc à droite, à gauche, etc. Sauf que le jardinier ne peut pas le faire tout seul. Amazon a pensé l'innovation en fonction de cette organisation-là. L'organisation de le nôtre est extrêmement complexe, de celui qui a fait le jardin, vous le savez, est extrêmement complexe. Cette organisation-là, il a fallu la penser en écosystème. Cet écosystème, si on peut l'avoir juste après, c'est ce que le nôtre va essayer de dessiner en disant « Moi ici, j'ai des forces à cet endroit-là. J'ai un jardinier ici. J'ai quelqu'un qui peut m'aider de cette façon-là. J'ai quelqu'un qui peut organiser ici. » Et l'objectif est de se retrouver sur la terrasse avec cet ensemble parfait. Cet ensemble parfait, il est exactement pareil chez Amazon, chez Apple. Chez Apple, Steve Jobs avait cherché à faire en sorte que son entreprise ne soit pas
voici comment je suis, et avoir une corrélation ensuite avec chacun des employés, chacun des directeurs de façon hiérarchique, mais avoir un ensemble extrêmement large d'écosystèmes. Plusieurs fois, j'ai rappelé ce mot. D'ailleurs, vous le savez peut-être, la personne la plus importante chez Apple, chez Steve Jobs, c'est Jonathan Ive, le designer. C'est le seul il est à droite, en haut vers la droite, c'est le seul qui n'a pas de rattachement. Il n'a pas de rattachement hiérarchique, pourquoi? Parce qu'on doit en permanence aller chercher à s'alimenter de l'extérieur. Amazon s'alimente avec les libraires. iTunes s'alimente avec les maisons de disques, comme vous l'alimentez également lorsque vous téléchargez vous-même les applications. L'innovation, et je m'arrêterai là, l'innovation, c'est comment je vais créer de la valeur. Je crée de la valeur en fonction de mon environnement. Comment je casse un marché en fonction de cette valeur-là. C'est donc pas inventer, ce n'est pas de la R&D, mais c'est bien apporter quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, c'est mon deuxième point, n'est pas forcément une innovation, c'est l'exploitation réussie d'une idée qui ajoute de la valeur pour le client. Il n'y a pas d'une façon d'être innovant, mais plusieurs, et c'est pourquoi il faut penser en écosystème. L'innovation, c'est une manière d'être. Derrière, vous avez le tableau des trois baigneuses. Vous savez, ce célèbre tableau des trois baigneuses. En fonction de ce que je vous ai raconté, en fonction de la façon dans laquelle vous prenez en compte l'innovation, pensez bien à ce tableau-là. Peut-être que c'est la seule chose à vous souvenir en sortant de cette salle. C'est que lorsque vous avez quelque chose de nouveau, vous avez trois comportements. Le comportement qui est complètement à droite, vous vous recroquevillez sur vous-même. Le comportement qui est au milieu, vous avez un comportement neutre. Ou alors, quand vous avez quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose que vous voulez apprendre, alors vous vous approchez tout doucement et vous commencez à innover. Merci. Merci Xavier Pavie pour cette démonstration, cette explication de qu'est-ce que l'innovation. On va écouter maintenant Catherine Berny-Boissard. Vous êtes professeure de géographie et d'aménagement à l'Université de Nîmes. Vos thèmes de recherche, c'est sur la ville contemporaine. Vous avez publié récemment Montpellier, la ville inventée, aux éditions Parenthèses en 2010, et Des mots qui font la ville, édition La Dispute en 2008, sur l'aménagement urbain et le développement culturel des territoires. Vos domaines de recherche, c'est l'aménagement urbain et le développement culturel des territoires, et également la vulnérabilité aux risques technologiques. Les questions qui vont émerger et que vous allez développer dans votre intervention, porte sur les périmètres de compétences des territoires qui bougent, les territoires et les villes qui se recomposent, et en même temps la société qui bouge elle aussi, des modes de vie qui évoluent. Donc comment intervenir dans ce contexte complexe et quel rôle aussi pour le Conseil. Je vous laisse intervenir une dizaine de minutes s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Oui, alors effectivement, beaucoup de choses ont été dites ce matin déjà sur les recompositions du territoire, les mutations de la société. Et je voudrais repartir de ce qui vient d'être dit sur l'innovation, mais je vais le proposer de manière différente. Je voudrais parler de 4 thèmes: nouvelles alliances, nouvel éclairage, nouveaux paysages et nouvelles interrogations, pour déboucher sur l'idée de prospective, non pas des territoires, mais prospective organisationnelle, peut-être prospective pour un devenir souhaité, pour un futur souhaité ou désiré pour les CAUE. Alors, nouvelles alliances, je partirai de l'idée de l'historien italien Aldo Schiavone, qui a publié récemment un essai intitulé « Histoire et destin », et qui, à mon avis, a une idée intéressante qui dit: aujourd'hui, nous vivons une révolution technologique multiforme, mais si massive, si importante, et qui bouleverse tellement nos vies, que nous n'avons plus le cadre conceptuel pour penser cette transformation, cette radicale transformation anthropologique. Et en quelque sorte, nous vivons sur un socle d'humanité qui a été fondé dans l'Antiquité classique puis à la Renaissance et qui ne correspond plus à notre société contemporaine. Et, dit-il, la vitesse de la technique a pris de court le reste de notre civilisation qui n'a pas réussi pour l'instant à tenir la distance. Donc, pour parvenir à supporter le poids de ce changement, le moyen, et pour réduire cet écart entre révolution technologique et cadre conceptuel, eh bien, le moyen ne serait-il pas de construire ce qu'il appelle de nouvelles alliances? Alors, il parle de nouvelles alliances essentiellement dans le domaine des sciences, entre sciences humaines et sciences naturelles, sciences dures, à propos des nanotechnologies, des biotechnologies.
Mais je pense que par analogie, on peut dire aussi qu'on pourrait construire de nouvelles alliances, concevoir de nouveaux liens à tisser entre nos pratiques concrètes et de grandes questions contemporaines telles l'aménagement urbain, les mobilités, les changements climatiques. On a bien vu dans le débat précédent qu'effectivement on tourne autour d'un certain nombre de notions et autour d'une définition systémique ou d'une approche systémique de ces notions sans parvenir précisément à dégager des concepts qui nous permettraient vraiment de les penser, d'anticiper et de nous projeter. Donc cette idée me paraît intéressante. Et par ailleurs, je reprendrai également un certain nombre d'idées développées par François Hacher, par Ulrich Beck sur la société du risque et d'autres analyses. Et je dirais que nous vivons par ailleurs une période historique marquée à la fois par un besoin d'individualisation et par une exigence de socialisation. Nous aspirons à plus d'autonomie et en même temps nous inscrivons davantage dans des réseaux sociaux complexes dont le web est un symbole contradictoire. Pour reprendre une formule anticipatrice, celle de David Riesman, nous sommes toujours, aujourd'hui encore, au temps de la foule solitaire. Et font écho à ces propos de David Riesman, les propos de François Hacher, selon qui nos sphères d'appartenance sont plus riches et plus nombreuses, mais du coup nos liens sociaux sont aussi plus faibles et moins durables. Alors, nouvel éclairage à partir de ces idées donc empruntées à Schiavone et à Hacher, ces quelques considérations apportent, me semble-t-il, un nouvel éclairage à la réflexion et aux pratiques qui sous-tendent aujourd'hui les missions des CAUE, en fait, d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Autant de domaines, en effet, en mutation dans une société complexe. Complexe en raison de la densité et de la diversité de nos modes de vie contemporains. On l'a dit, séparation des lieux de travail et d'habitat, mutation familiale, bouleversement social des emplois du temps personnel, dû notamment à l'étalement urbain, à la flexibilité et la précarité du travail. Et complexe aussi parce que nous sommes passés d'un urbanisme d'équipement du territoire à un urbanisme de gestion du territoire dans une société qui n'est plus en croissance économique. Et parce que nous ne sommes plus donc non plus dans une société au cadre national bien établi, la croissance est devenue une chimère après laquelle courent nos gouvernants. Le paysage qui s'offre à nous est mondialisé et les dérèglements engendrés par un capitalisme financier universel créent incertitude et instabilité. Nous sommes loin donc du cadre, effectivement, des années 70 qui ont vu la naissance des CAUE, où on était encore dans un cadre national assez stable et où l'économie n'était pas ouverte comme elle l'est aujourd'hui, où l'instabilité n'était pas... on était au début d'une crise économique longue, mais l'instabilité était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Nouveau paysage, donc, à en croire le géographe Martin Vanier, la société et l'économie aujourd'hui transgressent les territoires. On l'a dit ce matin également. Le politique s'y construit, le politique se construit dans les territoires. Question des périmètres. Et parfois s'y enferme. Et pour reprendre la formule donc de Martin Vanier, il dit c'est la cause première de l'épuisement du pacte territorial, de cette espèce d'essoufflement, de cette recherche de périmètres pertinents, de territoires pertinents que l'on n'arrive pas à trouver. C'est précisément dans ce contexte incertain et instable donc que les CAUE doivent intervenir. Ils s'y confrontent aujourd'hui à la réforme territoriale. Le CAUE de 77 apparaît obsolète à l'heure de ce rendez-vous. Et pour paraphraser Gramsci, on peut dire que l'ancien a de la peine à disparaître, que le nouveau a de la peine à naître, et qu'entre les deux apparaissent de nouvelles solutions qui émergent confusément sous la forme de signaux faibles. On en a repéré quelques-uns également ce matin. Alors la question c'est les CAUE sauront-ils capter ces signaux faibles? Et je crois que ça rejoint votre réflexion sur l'innovation, effectivement l'innovation en termes d'organisation en particulier. En effet, les CAUE sont directement impactés par le projet de suppression des conseils départementaux, concernés par la fusion des régions, soumis en tant que médiateurs entre institutions et populations aux injonctions multiples liées à la notion de développement durable, aux exigences des lois Grenelle et SRU, complétées par celles de la loi Allure, qui métamorphose considérablement la manière de faire la ville et l'urbain, avec par exemple le transfert des PLU à l'intercommunalité, la suppression des COS, la reconnaissance de l'habitat participatif, reconnaissance d'ailleurs à laquelle les CAUE ont contribué.
Et d'un autre côté, ils sont interpellés et sollicités par les associations, par les citoyens, qui ne veulent plus seulement être informés, être consultés, mais qui veulent pouvoir exercer leur capacité d'action, qui veulent participer dans le cadre de solutions qui, sans être forcément publiques et universelles, sont néanmoins collectives et solidaires. Et donc on peut dire que l'action collective aujourd'hui déborde l'action publique. Celle-ci est en but à la réduction des moyens budgétaires et elle atteint quelque peu ses limites. Les propos de Madame la Ministre étaient d'ailleurs assez éclairants à cet égard. Sur le plan budgétaire, donc là il y a des limites actuellement assez sévères. D'autant que l'action publique subit ce décalage dont j'ai parlé entre l'état actuel de la société et nos capacités à le conceptualiser. En témoigne par exemple la difficulté de redécouper les régions françaises. Dans un espace national où la notion de frontière a perdu sa pertinence précisément nationale, et où la commune, le département, la région ne peuvent être indépendants que dans leurs interdépendances. D'où de nouvelles interrogations. Quel sera l'avenir des CAUE ? Selon une formule connue, il sera ce que vous le ferez. Et il est clair qu'une vision prospective ne peut s'inscrire dans le seul prolongement du passé. Et je fais allusion ici à la loi sur l'architecture de 1977, même si elle a été toiletée. Cet avenir ne peut faire l'économie d'une réponse à un certain nombre de questions très concrètes et actuelles. Et d'ailleurs, les propositions pour l'acte 2 me paraissent tout à fait pertinentes et avancent un certain nombre de propositions très, très concrètes. Alors, première question, donc les CAUE peuvent-ils être considérés ou pourront-ils être considérés au même titre que la lecture publique ou les musées comme une compétence obligatoire aujourd'hui des départements et donc devenir demain un outil de réflexion et d'action des agglomérations ou des régions? Deuxième question, les CAUE ne doivent-ils pas redéfinir leur mission de proximité qu'ils assurent auprès des collectivités, notamment les plus petites, et auprès des particuliers? Et j'entends par là leur accessibilité en fonction des projets de réforme territoriale qui risquent, cela a été dit également, d'éloigner les usagers, les citoyens, des centres décisionnels et opérationnels, et pour parler comme le président de la République, les petites républiques de la grande. Troisième question, peut-on imaginer des CAUE nouvelle génération, l'acte 2 donc, impliquant un rapprochement, peut-on parler de fusion, des coopérations multiniveaux avec les agences d'urbanisme, avec les ADIL, dans l'espace des SCOT, que la loi Allure renforce, voire à des échelles variées. On a parlé de des différenciations, ce matin de la notion de différenciation qui est importante pour comprendre l'action sur les territoires. Donc à des échelles variées en fonction de la configuration des territoires, métropole, interscot, intercommunalité, etc. Et je crois que dans ce domaine, les CAUE ont des compétences qu'ils peuvent mettre en œuvre, faire valoir d'ores et déjà. Par exemple, si l'on prend dans la loi Allure la nécessité de réaliser des diagnostics de densification des SCOT, eh bien, et pour précisément éviter la consommation excessive d'espaces naturels, d'espaces agricoles, les CAUE ont des savoir-faire, là, des compétences et des capacités d'expertise qui peuvent être utiles à la société. Pour conclure, je dirais que pour penser le devenir des CAUE et concevoir des scénarios prospectifs, donc puisque la prospective établit des scénarios d'avenir, des scénarios souhaitables ou des scénarios au contraire à éviter pour nourrir l'action d'aujourd'hui. Donc pour concevoir des scénarios prospectifs, revenons-en à l'essentiel, c'est-à-dire à l'intérêt public, qui est le thème de votre congrès, qui est l'intérêt du service au public, résultant du modèle français de service public, qui est sans doute à rénover, à imaginer. Et la prospective me paraît un outil intéressant en termes méthodologiques pour essayer d'avancer dans ce sens. Je reprendrai très brièvement les fondements de la prospective tels qu'ils sont présentés donc, par ses fondateurs. La prospective, donc, c'est une réflexion sur l'avenir pour éclairer l'action présente. Et très brièvement, donc, c'est voir loin, aller au-delà de l'extrapolation d'un passé récent, voir large, prôner l'approche systémique, dégager des liens, des articulations, rendre intelligibles les doutes, les controverses, les paris, analyser en profondeur, prendre des risques, penser à l'homme, qui est la mesure de toutes les choses,
voir autrement, c'est-à-dire fuir le politiquement correct, contester les idées au goût du jour, faire comprendre plutôt que faire savoir, pour échapper au conformisme des idées reçues, voir ensemble et utiliser des méthodes plutôt rigoureuses, bien sûr, et participatives. Voilà. Et on revient aux signaux faibles dont vous parliez tout à l'heure, qui sont aussi, que je comprends en tout cas, comme étant cette nécessaire analyse du contexte dont parlait tout à l'heure Xavier Pavie. Donc vous avez deux interventions très complémentaires. Merci beaucoup Catherine Vanni-Boissard pour votre intervention. On va écouter Michel Cornuet. Donc je rappelle que vous êtes directeur du CAUE de l'Aude et de l'Union régionale des CAUE. Président, pardon, ça va, c'est pas non plus... Hein, on peut se tromper. Président donc, du CAUE de l'Aude, pardon monsieur le directeur, et de l'Union régionale des CAUE Languedoc-Roussillon. Voilà. Vous le voyez comment, vous, l'avenir des CAUE par rapport à ce qui vient d'être dit, et quelles seraient vos pistes de réflexion? Bon, là, j'en ai pris beaucoup sur le museau ce matin. Là. Va falloir digérer un peu. Hein. Non, moi, je fais partie de ceux qui ont pensé que le coup de semonce qu'on s'est pris sur le museau, à savoir se faire couper pratiquement les financements, là, c'est sûr que là, c'est particulièrement efficace. Ça a été une bonne chose, en fait, parce que ça nous a permis de remettre les choses à plat. On avait fêté il n'y a pas très longtemps les 30 ans des CAUE, où en fait on s'était congratulé que on faisait bien un boulot qui nous était demandé, qu'on était super bon en urbanisme, qu'on avait compris des notions de développement durable, ce qui est vrai tout ça, hein, ce qui est vrai. Et donc un peu on était parti sur cette routine, sur cette s'asseoir un peu sur nos lauriers. Et puis donc, il y a eu quand même des signes. Là, je reprends le fait d'entendre les signaux faibles, hein, d'entendre le signal au milieu du bruit. Il y avait quand même des signes que des choses changeaient. Ne serait-ce que dans nos relations avec notre partenaire privilégié qui est le Conseil général, hein, puisque notre financement passe par le Conseil général. Donc, ne serait-ce que pour ça, on est forcé d'être en lien direct avec cette institution. Donc, un certain nombre de signes qui montraient que les choses allaient bouger, qu'on avait peut-être essayé de commencer un peu à travailler lorsque, en fait, on s'est aperçu que la Fédération nationale des CAUE devait remonter en puissance, devait se faire connaître. Et donc, ça avait été tout le boulot qui avait été fait à l'époque du président Gaudin. Et là, on a commencé à rentrer dans une phase nouvelle. Donc aujourd'hui, on est au pied du mur. Aujourd'hui, on est au pied du mur parce qu'on risque de disparaître. Effectivement, on reprend votre analyse. Si on bouge pas, s'il se passe rien. Alors, disparaître, ça fait compliqué quand même, parce que les CAUE en France, c'est près de 1000 salariés, donc ça veut dire quand même quelque chose de très lourd, mais bon, on sait que la machine économique peut casser des structures encore plus grosses, donc c'est pas forcément ça qui nous protège. Alors, sur quoi on peut se raccrocher au milieu de tout ça? On peut se raccrocher sur ces histoires d'échelle dont on a parlé hier et encore ce matin, parce qu'en fait, notre client, entre guillemets, on aime bien mettre des guillemets au mot client, parce qu'on n'aime pas le mot client. Mais par contre, on aime bien avoir les subventions qui arrivent, enfin, et les retours financiers. Là, il y a peut-être quelque chose à fouiller. C'est le particulier et c'est le maire local, le maire du département. Voilà, il n'est pas local, il est du département. Il est souvent le maire rural ou d'une commune petite qui ne peut pas se payer un service d'urbanisme ou un service compétent. Mais il est en tout cas sur certains territoires le président de l'agglo ou le président de la Comcom, puisque ça aussi c'est un virage qu'on a essayé de prendre assez rapidement en se disant il faut absolument s'adapter à ces structures. Et alors là, effectivement, on propose plus du technique dur, mais ça fait partie d'un de nos congrès ou d'une université d'été sur lequel on parlait de toute la notion de concertation, en se disant que la concertation était un des métiers des CAUE.
Et donc là aussi, il y a une piste qu'on a commencé à prendre, et de manière à pouvoir travailler avec les intercos, notamment les petites intercos aussi, hein, parce que on parlait j'avais crié sur le rural hier un peu. Hein. Effectivement, il y a des intercos dans mon département qui ont 1500 habitants hein, et qui risquent de garder leur caractère, puisqu'il semble que dans les propositions qui ont été lancées pour la nouvelle organisation territoriale, il y a une exception pour les zones de montagne et les zones à caractère défavorisé. Hein. Donc ça peut être le cas pour nous de la zone Montagne Noire, Pyrénées ou autre. Donc notre client, voilà, on le connaît à peu près. Notre financeur, aujourd'hui, on le connaît, mais on risque de plus le connaître demain parce qu'il risque de disparaître. Ceci dit, fondamentalement, le principe du financement du CAUE étant sur l'acte de construire, même si même s'il y a une raréfaction, je dirais, due à la crise, on continue à construire. Donc il y aura une taxe, savoir comment elle sera distribuée. À la limite, si elle passe plus par le Conseil général, elle passera par ailleurs, ou on se débrouillera à faire quelque chose ensemble. Le dernier point, moi, qui m'inquiète plus, c'est la notion de travailler ensemble au niveau des CAUE. Aujourd'hui, vous voulez dire sur les projets ou alors au niveau de la fédération ? Non, de se structurer. Aujourd'hui, je vais faire un peu de caricature, mais chaque CAUE est le meilleur, je veux dire. Quand on essaie de faire un travail ensemble à plusieurs CAUE dans une union régionale, dans la mise en page, ça va durer extrêmement longtemps parce que un CAUE préfère tel type de graphisme, l'autre tel autre type, et puis on va tourner un peu en rond comme ça. Je crois qu'il va falloir se mettre dans l'idée qu'on va travailler vraiment en équipe. Hein. On a aujourd'hui un adversaire qui n'est pas... En politique, c'est assez facile, on arrive à cibler l'adversaire. Là, dans le cas des CAUE, on n'arrive pas bien à définir quel est l'adversaire. L'adversaire, ça serait la crise, l'adversaire, ça serait une réforme territoriale, l'adversaire, ça serait un changement d'échelle, mais c'est pas, on sait pas contre quoi se battre. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on doit se faire reconnaître, donc qu'on doit avoir une fédération nationale forte. À mon avis, je ne comprends pas que tous les CAUE ne soient pas adhérents à la fédération. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, me semble complètement aberrant. Mais enfin, c'est peut-être la manière de faire quelques économies aussi en ne payant pas la cotisation à la fédé. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Je vis dans un pays où le sport, c'est le rugby, et on sait faire équipe, quoi. Et je crois que là, aujourd'hui, il faut absolument que les CAUE fassent équipe. Fassent équipe au niveau national, donc avec au sein de la Fédé, mais fassent équipe aussi localement au niveau des unions régionales, voire des interrégions, en tout cas de travailler ensemble.